Bonjour à tous et bienvenue dans cette 19e édition du Journal des Jeunes. Salut Enzo. Salut Tom, salut à tous. Tout de suite le sommaire, nous sommes le samedi 11 mai. Pour débuter cette édition, zoom sur le top 5 des cadeaux surprises reçus à Noël par les 4-14 ans. L'occasion de se replonger dans les festivités de fin d'année, on en reparle dans quelques instants, alors restez avec nous. Notre chiffre du jour, 40% des enfants possèdent un smartphone, de quoi en choquer plus d'un. Vous allez voir que cette tendance augmente d'année en année. Et puis ça y est, c'est officiel, la star du PSG, Kylian Mbappé, a annoncé hier soir quitter son club ainsi que la France. C'est notre infosport du jour et on en parle dans ce journal. Comme chaque samedi, vous en avez l'habitude, désormais la revue de presse de Tom. Il nous parle de deux actualités locales qu'il a lues dans la presse. À tout à l'heure, Tom. Enfin, l'interview des jeunes, nous nous sommes délocalisés à la mission locale de Lillebonne qui est organisée avec le CODEV, un forum sur l'Union européenne. C'est une série d'interviews qui commence en attendant les élections européennes du 9 juin. Aujourd'hui, l'environnement. Voilà pour le sommaire, soyez les bienvenus. On débute comme promis cette nouvelle édition par ce top 5 dévoilé qui a quelques jours par le journal en ligne Junior City, le classement des cadeaux surprises reçus à Noël par les 4-14 ans. Et savez-vous qu'au moins 80% des enfants reçoivent au moins un cadeau qu'ils n'ont pas commandé sur leur liste de Noël. 750 enfants et adolescents entre 4 et 14 ans ont été interrogés. Et le top 5 des cadeaux surprises est un jeu ou un jouet pour 29% des sondés, puis un livre pour 28% d'entre eux. Suivent les vêtements avec 27% de réponses, l'argent pour 25% et enfin un jeu de société pour 24%, surtout chez les 4-10 ans. Et puis un constat qui interroge, l'application TikTok favoriserait la découverte de nouveaux produits. Et ce constat peut interloquer, mais il est bien réel. Pour certains jeunes, TikTok est leur application de référence et devient parfois leur moteur de recherche. Ils sont près de 82% à affirmer qu'ils découvrent de nouveaux produits grâce à ce réseau. Chaque personne a ses centres d'intérêt personnels, mais environ 40% des utilisateurs de cette plateforme s'intéressent notamment aux nouvelles sorties des jeux vidéo. Et ce sont principalement les garçons, avec 53% d'entre eux contre 28% pour les filles, qui préfèrent, elles, s'intéresser principalement aux nouvelles sorties musique. Et pour mettre en perspective ce sujet, Tom, tu nous décryptes pour nous cette question qui est liée. Les ados, de plus en plus accros aux réseaux sociaux, mais ont-ils tous le droit d'y aller? Oui, Enzo, d'une part, les ados passent plus de temps en ligne et sont également plus familiarisés avec les nouvelles technologies. Mais d'autre part, à l'adolescence, le cerveau est toujours en développement. Il est donc particulièrement sensible au caractère addictif des médias sociaux. Donc on rappelle, si vous avez entre 13 et 15 ans, il faut des parents pour surfer sur les réseaux sociaux. À partir de 15 ans, l'âge de la majorité numérique fixé en France, on peut consentir à la collecte de ces données personnelles. Merci Tom pour cet éclairage. À tout à l'heure pour la revue de presse. Notre chiffre du jour, et c'est encore le site Junior City qui le dévoile, environ 40% des enfants de 7 à 12 ans ont un smartphone. Et oui, c'est un chiffre qui malgré tout a tendance à baisser à en écouter les parents. Reste que 40% des 7-12 ans affirment avoir un smartphone et 20% utilisent ceux de leurs parents. À la fin de l'école primaire, ils sont environ un tiers à en posséder un et la moitié à l'entrée du collège. Ce petit objet leur permet de prendre confiance en eux, de gagner leur autonomie et à accéder au rang de grand. On en vient maintenant à ces jeunes lycéens stars d'une série documentaire qui ont été diffusés sur la chaîne parlementaire. 5 adolescents de Rennes ont fait l'objet d'un documentaire intitulé Génération 2008, qui seront-ils demain? Le but de ce documentaire et du réalisateur François Chevret était de suivre 5 adolescents durant leurs 4 années au collège et de partager leurs joies, leurs craintes, mais aussi le passage de leur brevet des collèges. Pour l'une d'entre eux, c'était un peu comme une revanche puisqu'elle était harcelée et a changé d'établissement. Vous pouvez retrouver cette série sur YouTube. En bref, une date d'anniversaire aujourd'hui, il y a 250 ans. Que se passait-il? Eh bien, aujourd'hui, cela fera 250 ans que le roi Louis XV est mort à l'âge de 64 ans au château de Versailles. Il décède donc après 58 ans au pouvoir et c'est son petit-fils Louis XVI qui accédera au trône du royaume de France à 20 ans en s'exclamant « Nous sommes trop jeunes pour régner ». Et on a appris hier soir le départ de Kylian Mbappé au PSG, mais on ne sait toujours pas où il va. Et le secret le moins gardé du monde a été dévoilé hier. Le verdict est tombé dans la soirée. La star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, a annoncé son départ sur ses réseaux sociaux via une vidéo. Cette annonce qui arrive quelques jours après l'élimination du PSG en Ligue des Champions. Mais alors la question que tout le monde se pose depuis hier, où part-il? Eh bien le joueur n'a pas encore donné de précision sur son nouveau club, mais le Real Madrid semble toujours en pole position
Restez bien à l'affût car la nouvelle pourrait bientôt tomber. Comme chaque samedi, la revue de presse avec Tom et tu commences avec les commémorations du 8 mai ce mercredi à Bolbec. Chaque année, le 8 mai est une journée spéciale et le courrier cauchois nous a raconté la cérémonie et on y apprend que le chant des partisans et la Marseillaise ont retenti à Bolbec lors de la commémoration de la victoire du 8 mai 1940. Le courrier cauchois toujours avec la troisième édition de la Fêlée gourmande le vendredi 14 juin prochain et le parcours a été modifié. La troisième édition de la Fêlée gourmande propose aux sportifs, aux marcheurs et aux visiteurs de faire du sport et de s'amuser et d'apprécier les points de restauration proposés. Merci beaucoup Tom et à la semaine prochaine. L'interview des jeunes à présent, à quelques semaines des élections européennes, le 9 juin prochain, Radio Action Jeune s'est rendue à la mission locale de Lillebonne pour rencontrer des spécialistes de différentes thématiques européennes. D'abord, on part environnement avec Eric Pestel et c'est Benoît qui l'a rencontré. Bonjour et bienvenue à la Maison des compétences de Lillebonne qui a accueilli le 18 avril dernier l'Europe et moi, un après-midi de débat organisé par le CODEV et la mission locale de Lillebonne. La mission locale de Lillebonne qui a eu la bonne idée de nous inviter, Radio Action Jeune, pour interviewer les intervenants. Et à ce titre, nous recevons Eric Pestel, membre de la Team Europe Direct, qui est une commission labellisée par l'Union européenne pour parler Europe auprès des citoyens. Bonjour Eric Pestel. Bonjour à vous. Alors, est-ce que vous aviez réalisé que des élections approchaient, les élections européennes pour être précis? Le 9 juin, les électeurs de l'Union seront appelés à choisir les députés qui les représenteront au Parlement. Et ce ne sera pas un choix anodin, car de nombreuses réglementations dépendent aujourd'hui de l'Europe. Chaque semaine jusqu'au scrutin, Radio Action Jeune et le Journal des Jeunes vous proposent de découvrir une thématique qui vous impactera directement. Premier épisode aujourd'hui avec l'environnement. Je l'ai dit plus haut, on parle aujourd'hui environnement et l'Union s'est elle aussi saisie de la question. Ma première question serait, est-ce que tous les États membres ont la même perception du changement climatique? Est-ce qu'ils ont tous le même sentiment d'urgence? Et puis surtout, comment les aider à s'accorder? Alors, La grosse question dès le départ. voilà, exactement. Oui, globalement, tous les pays européens de l'Union européenne ont le même sentiment d'urgence et notamment cela s'est enclenché avec la COP 21 qui était la réunion de ce qu'on appelle aussi les accords de Paris en 2015. Et d'une manière générale, l'Union européenne et les différents membres parlent d'une seule voix lors de ces différentes COP. On est maintenant à la COP 20. Mais toutes les actions qui ont été entreprises depuis par l'Union européenne et les différents États membres, elles ont été déclenchées pour pouvoir adapter l'Union européenne aux accords de Paris de 2015. Est-ce qu'ils ont tous les mêmes priorités? Je veux dire par là, peut-être que la France va davantage se préoccuper des émissions de gaz à effet de serre, peut-être qu'un autre pays va davantage se pencher sur la surexploitation des sols. Est-ce qu'ils ont tous les mêmes priorités? Alors, effectivement, l'Union européenne, pour tous les sujets, donc y compris l'environnement, chaque pays arrive avec son histoire et sa géographie. Et donc, en matière de climat, en matière de biodiversité, forcément, la Finlande, c'est pas tout à fait le Portugal ou Malte. Mais néanmoins, c'est ça, j'allais dire, la beauté de l'Europe, c'est de travailler ensemble pour faire des compensations. Et ce que où l'un a des difficultés, les autres viennent l'aider. Voilà. Alors, effectivement, par exemple, sur l'énergie, la France arrive avec son parc nucléaire, les Allemands ont arrêté le nucléaire il y a maintenant une dizaine d'années. Et eux, au contraire, ils dépendaient du gaz russe. Je pense que l'actualité nous l'a montré. Voilà, et on arrive à discuter pour le but étant d'arriver à avoir une position commune. Et justement, par exemple, entre l'Allemagne et la France, non pas qui se déchirent, mais enfin qui ne sont pas d'accord sur cette question de l'atome ou pas, comment est-ce que c'est possible de mener une politique commune dans ces conditions-là? Eh ben, chacun respecte l'autre. C'est-à-dire que les Allemands tiennent pour acquis que la France a développé un parc nucléaire et a décidé de le poursuivre. Et la France a accepté ou a tenu aussi pour acquis que les Allemands n'avaient pas de nucléaire et que donc ils devaient avoir recours à d'autres énergies. Et donc, à chaque fois, il y a des accords de façon à prendre en compte les deux situations. Aujourd'hui, la politique de l'Union s'appuie aussi sur le pacte vert qui a été mis en place par la Commission. Est-ce que vous pourriez nous le présenter, ou tout du moins les grandes lignes, sans trop rentrer dans les détails? Alors, oui, parce que si on rentre dans les détails, on en a pour très longtemps. Le pacte vert, c'est en fait le nom de code qui réunit toutes les actions que mène l'Union européenne depuis les dernières élections qui étaient donc en 2019 et qui sont toutes les directives, toutes les lois ont été regroupées sous le nom de pacte vert. Donc, ça va à la fois sur tout
ce qui est défense de la biodiversité, ce qui est les lois par exemple contre l'importation de la déforestation, c'est-à-dire faire attention que les produits qu'on importe n'entraînent pas de la déforestation. C'est également évidemment la baisse des gaz à effet de serre sur notre continent, puisque l'un des enjeux majeurs, c'est de rendre le continent européen neutre en carbone en 2050. Et une autre action phare, c'est l'arrêt de la vente des voitures thermiques d'ici 2035. Cet objectif d'arrêt de l'émission de gaz à effet de serre en 2050, il vous paraît réalisable, plausible ? Alors, pour le moment, les pays sont plutôt sur la bonne voie et l'Union européenne et les pays membres savent très bien que ça va être très difficile, donc ils se sont mis des étapes. Il y a une première étape qui est en 2030, avec une baisse de 55% par rapport à 1990. Une deuxième étape qui est moins 90% en 2040. Voilà, de façon à... ça permettra à ces étapes de voir où on en est, s'il faut accélérer, s'il faut adapter les politiques des différents pays. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a été appliqué concrètement du pacte vert ? Parce qu'en me renseignant un petit peu, on voit qu'il y a quand même des stratégies qui n'ont pas abouti. Par exemple, la stratégie ferme et biodiversité, qui prévoyait la réduction de l'usage des pesticides. Celle-là a été un peu mise de côté. Il y a eu toute une polémique sur le glyphosate dernièrement en France. On avait dit que les émissions de gaz à effet de serre avaient baissé, notamment en France, mais le Haut Conseil pour le climat indiquait que les efforts devaient être doublés sur la période 2022-2030. Oui, alors pour pouvoir obtenir cette baisse de 55%, il faut accélérer, ça c'est vrai, mais il y a quand même eu des actions qui ont été menées, qui donnent des résultats pour l'instant. C'est vrai qu'il y a des sujets qui sont plus sensibles que d'autres. Donc pour tout ce qui est climat, pour tout ce qui est réhabilitation, enfin du mix énergétique, ça avance plutôt bien et ça a été plutôt d'ailleurs poussé par la situation de tension, pour le moins avec la Russie. Donc le fait d'avoir à arrêter les importations de gaz et de pétrole de Russie a amené tout de suite à améliorer le mix énergétique. Donc ça s'est bien mis en place. Sur les pesticides, il y a effectivement de grosses difficultés. Il y a eu une première loi qui est passée et elle a été en fait pas adoptée en novembre dernier. Elle est encore sous discussion puisque comme il y a eu des réactions de la part notamment du monde agricole, elle est actuellement sous nouvelle étude. En revanche, il y a des projets comme la suppression des produits à usage unique du plastique qui, elle, est d'ores et déjà mis en place. D'ailleurs, vous avez peut-être vu dans les restaurants de fast-food que normalement, on ne peut plus vous donner de paille en plastique et on ne peut plus vous donner de couverts à usage unique. Ça se met en place avec plus ou moins la bonne volonté des acteurs. C'est toujours la même chose. Et puis, il y a aussi tout ce qui est sur la biodiversité, la restauration des univers naturels qui est en train de se mettre en place, qui s'est appliquée en France par une loi qui fait que normalement, on ne peut plus artificialiser de terre. Là aussi, effectivement, ça crée... on est en train de changer de modèle. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'Union européenne a vraiment voulu que les pays changent de modèle. Et forcément, quand on change de modèle, c'est un petit peu compliqué. Ça entraîne des changements d'habitude et il y a des grandes directives qui ont été mises et maintenant, on est vraiment dans la mise en application avec plus ou moins d'adaptation. Merci Eric Pestel. Voilà, et vous pourrez découvrir un nouvel épisode la semaine prochaine dans le Journal des Jeunes. Ainsi s'achève cette 19e édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine donc pour la 20e édition et nous nous poserons cette question. La majorité numérique à 15 ans, est-ce une bonne chose ? En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter un de nos nombreux podcasts sur Spotify, Amazon Podcast, mais aussi sur YouTube et notre site internet radioactionjeune.fr. Très bonne journée ensoleillée, à la semaine prochaine. Salut.